Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Elad Chakrina, candidat à la députation dans le Nord, candidat à la candidature. Elad Chakrina, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci pareillement de la part de toute l'équipe. Elad Chakrina, la une de France Mayotte, appel au secours de Anchia Bamana qui évoque effectivement le problème de l'eau qui est au cœur de l'actualité sur notre département. Votre sentiment, est-ce que vous partagez l'avis d'Anchia Bamana sur ces déclarations ? Oui, je pense qu'à mon avis, nous sommes dans une période où il ne faut pas non plus semer la division et la discorde. Nous vivons tous des moments difficiles. Il est vrai que le fait que le sud de Mayotte ne puisse pas avoir accès à l'eau est extrêmement problématique. Et je pense qu'à mon avis, il faut surtout réfléchir aux solutions. Et les solutions, nous savons qu'il existe une usine de dessalement en petite terre. On peut très bien approvisionner de l'eau dans le sud, grâce aussi au stock d'eau qu'on pourrait avoir à travers cette usine de dessalement. Maintenant, je crois que cela est légitime, évidemment, de pouvoir lancer ce cri d'alerte. Mais, encore une fois, le moment n'est pas venu de créer des troubles au sein des populations en semant la discorde. Donc je pense qu'à mon avis, il est très important de mesurer ces paroles en ce sens. Elle va trop loin, selon vous ? Écoutez, moi je suis en cette période préélectorale, parce qu'on est pas là pour en juger, mais je dis juste qu'en tout cas, il faut mesurer ses paroles. C'est très important parce que quand on est un responsable politique, il faut aussi tâter le pouls entre qu'est-ce qui pourrait avoir un impact au sein de la population. Si maintenant je lâche certains mots, est-ce que cela risquerait de créer un trouble à leur public ? Est-ce que cela risquerait de créer des animosités au sein de la population mahoraise ? Je vous donne un exemple. Hier, il me semblait que les femmes leaders étaient au siège du SIAM. Oui. Donc, vous voyez bien que il commence à y avoir une montée de tensions et de conflits. Et ça, je crois qu'à mon avis, on n'en a absolument pas besoin, avec en plus de ça, les problèmes que nous connaissons actuellement avec les fermetures d'écoles. Mais vous qui êtes candidat à la candidature, vous aspirez à devenir député de la République. Est-ce que la situation actuelle dans le Sud, cette situation-là, qui en est responsable ? Qui est responsable de ça, de cette situation ? Alors, il faut tout de même savoir que le SIAM, le syndicat des eaux, pour en parler, s'occupe en tout cas de la gestion aussi du traitement de l'eau. Oui. Mais, et ça c'est très important, on ne le dit jamais assez, mais il y a une délégation de service public. Et cette délégation de service public, elle a été octroyée à la SMAE. Pour ce qui est maintenant des travaux, des grands chantiers, il s'agit de la SOGEA. Donc, faire le procès du SIAM est parfaitement injuste, puisque quand on est délégataire d'un service public, on fait en sorte justement que ce service public puisse fonctionner. Ça veut dire qu'on fait en sorte de trouver des solutions. Je vous donne un exemple très simple. Je ne veux pas ici défendre qui que ce soit, mais souvenez-vous, il y a de cela quelques mois, il y a eu à un moment donné des coupures d'eau dues aux grèves au SIAM. Exact. À la SMAE. Oui. À la SMAE. Le SIAM a dû intervenir du reste. Le SIAM a dû intervenir parce que le président Bavie, justement, avait dit à ce moment-là, écoutez, moi je ne veux pas que la population mahoraise soit prise en otage. Moi je me souviens, j'étais avec lui côte à côte. Nous avons travaillé là-dessus. J'étais intervenu en tant que conseiller juridique. On a fait le nécessaire. On avait mis en demeure la SMAE pour établir la situation. Et 24 heures plus tard, l'eau était rétablie. Ce qui montre bien qu'en fait, ce n'est pas le SIAM. C'est la SMAE, justement, qui est chargée de cette délégation de service public. Et donc, c'est à la SMAE de trouver les solutions, puisqu'à partir du moment où vous êtes payé chaque année plusieurs millions d'euros pour faire un travail qui consiste à récolter aussi l'argent des factures d'eau, mais aussi à pouvoir en tout cas faire la distribution. Ouais, mais quand l'eau n'y est plus, parce que l'eau elle vient du ciel. Oui, mais l'eau, s'il pleut pas, comment on fait ? Mais nous sommes sur une île entourée d'une mer ici. Ouais. Comment font les pays arabes dans le Golfe ? Comment font aussi... Il y a des puits. Mais non, mais il n'y a pas que des puits. Les pays arabes dans le Golfe ont des usines de dessalement. Ça coûte une fortune. Oui, mais une fortune. Dans les pays arabes, ils ont le pétrole. Non, mais il n'y a pas que le pétrole. Il y a pas que non, le pétrole pour financer les usines de dessalement. Et qu'est-ce qu'on a financé, nous, avec les fonds européens ? Rien. Qu'est-ce qu'on a financé ? On avait plus de 300 millions d'euros. Au départ, 400 millions d'euros. 300 millions d'euros, peut-être qu'on est même descendu à plus de 200 millions. Qu'est-ce qu'on a financé ? Rien. Et justement, c'est l'occasion. Ce qui nous manque au-delà de tout cela, ce sont évidemment des projets structurels, de grands projets
On parlait de pont en petite terre, c'est très bien, puisque bon, mais de manière générale, désenclaver Mayotte, de manière générale aussi, permettre à Mayotte de pouvoir faire face à cette pénurie d'eau. Chaque année, depuis maintenant des décennies et des décennies, nous rencontrons les mêmes problèmes. Et ensuite, quand l'eau vient, c'est les problèmes de boue. Donc ça montre bien qu'en fait, on n'a absolument pas réfléchi à la manière dont on pourrait aménager l'île. Donc cette usine de dessalement, une dans le sud, une dans le nord, est fondamentale. Ça coûte cher, certes, mais c'est un investissement pour l'avenir. Le prix de revient, excusez-moi, le prix de revient de l'eau quand même, on l'avait vu, et c'est les invités suivants qui nous l'avaient dit l'autre jour, on est à 10-11 fois le prix au litre, le coût de revient de l'eau des usines de dessalement. Non mais c'est pas systématique. Nous avons en effet la chance d'avoir 2 retenues collinaires et il y en a une troisième pour 2020. Exactement, tout à fait. Et ça aussi, je pense qu'à mon avis, il faut aussi souligner ce qui marche, puisqu'il y a un travail qui est fait en ce sens par le SIAM. Donc, ça veut dire que en temps normal, on utilise évidemment les retenues collinaires. En temps exceptionnel, on utilise les usines de dessalement. D'accord. Je crois qu'à mon avis, il faut aussi, c'est comme quand vous avez plus de courant, vous avez... Et puis surtout, si ces usines sont financées par les fonds européens, logiquement, ça n'aura pas trop d'impact sur la facture finale. Absolument pas. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Elad. Oui, mais alors je suis assez d'accord sur vous, sur l'absence de responsabilité du SIAM dans le dossier de l'eau aujourd'hui. En attendant, la retenue collinaire, elle a été programmée depuis 2006. Il y a bien un responsable quelque part pour qu'en 2016, 10 ans plus tard, elle n'existe pas. Alors je sais bien que ce sont les financements qui viennent notamment de l'Europe ou de l'État, donc la responsabilité serait plus État à vous écouter. Alors, il faut bien comprendre que lorsque vous voyez des chiffres théoriques, lorsque on vous parle de 5 millions, 10 millions ou plus, ça reste sur le papier. Il faut ensuite qu'il y ait tout un cheminement pour que l'argent arrive justement dans le compte de l'organisme public. Et jusqu'à présent, je pense qu'à mon avis, il y a aussi une responsabilité collective. C'est-à-dire qu'il y a eu des retards, aussi bien en effet du côté de l'État, que du côté des services déconcentrés de l'État, que du côté peut-être ensuite du SIAM à un moment donné. Il y a cela depuis, vous avez avancé l'année de 2006. Donc 2006 jusqu'à présent, bon, vous savez comment ça se passe dans les administrations. Il y a une certaine bureaucratie en France qui crée une certaine lenteur et ça peut causer beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'à mon avis, on ne va pas revenir sur les périodes passées, mais ce qui est sûr actuellement, c'est qu'il y a une volonté de l'équipe en place au SIAM pour essayer de faire en sorte que les choses se débloquent. D'autant plus, encore une fois, que cet argent est théorique. Donc, à partir du moment où cet argent sera effectif, je pense qu'à mon avis, les investissements pourront commencer. J'ai eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec Mauro Lisa, le big boss de la SMAE. Et je lui disais, mais qu'est-ce que vous attendez pour retrouver une solution et de lancer la construction de la retenue collinaire? Il dit, moi je suis prêt. Qui paye? C'était sa question. Qui paye? Il dit, c'est pas moi qui vais payer. Oui. Moi je suis une boîte privée, je suis là pour gérer l'eau. Qui paye l'investissement? Oui. C'est ce qu'on. Donc en fait, c'est qu'un problème d'argent. C'est un problème. L'argent, si vous voulez, est là théoriquement. Oui. Voilà. Mais c'est le cheminement. Comment justement faire en sorte que ce soit effectif dans le compte du SIAM, pour que le SIAM puisse ensuite payer évidemment ces différentes sociétés privées, que ce soit la SOGEA ou bien la SMAE. Donc oui, c'est plus un problème, j'ai envie de dire, de lenteur administrative. C'est-à-dire de bureaucratie, encore une fois, puisque le temps que ça se débloque. Et puis il faut dire aussi une chose, très simple, c'est que parfois il peut y avoir aussi, il faut le dire, des fonctionnaires qui sont récalcitrants. C'est-à-dire qu'on en parlait. Vous avez des fonctionnaires qui, à un moment donné, malgré les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques à la tête des administrations, freinent parfois des 4 pieds pour faire avancer les choses. Alors, vous pouvez très bien avoir des instructions venant de Paris, mais sauf que ici, on peut considérer que parce qu'il y a justement telle rivalité ou telle animosité à l'égard tel ou tel organisme, donc je vais freiner des 4 pieds et je vais justement faire en sorte que les choses aillent moins vite. Et ça aussi, je pense qu'à mon avis, c'est une mentalité à faire évoluer. Donc, où il y a un problème c'est grave, parce qu'il y a quand même une histoire de santé publique qui est en question. On parle de l'eau. L'eau, c'est la vie. Dans le sud, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Sur 3 jours, il y a 2 jours où ils n'ont pas d'eau. Il n'y a pas que ça qui est grave. Mais regardez Mayotte. Ouais. Vous croyez qu'il y a que l'eau? Regardez Mayotte. Sortez dehors. Vous croyez que ça donne envie? Quand tout le monde part d'ici parce que c'est sale, il y a trop d'insécurité, il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'eau, vous voulez dire, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a pas que ça qui est grave. Donc c'est pour ça d'ailleurs que
il est important non seulement de pouvoir rénover les mentalités, parce que c'est ça le problème, c'est que les mentalités actuellement sont rigides, on est tombé dans un fatalisme, ceux éventuellement qui ont les moyens considèrent que de toute façon plus rien leur regarde, et c'est une toute petite minorité, ceux maintenant qui pourraient ont les pouvoirs nécessaires pour pouvoir faire le travail qu'il faut, sont aussi bloqués parfois par ce genre d'attitude, comme je le dis, par des fonctionnaires qui à un moment donné considèrent que justement il y a une rivalité avec justement des pouvoirs de ceux qui sont à la tête d'organismes publics. Donc c'est un ensemble, c'est un tout. Il nous reste 5-6 minutes, j'aimerais qu'on les consacre aussi à la politique. Cette semaine, on va connaître les désormais candidats à la députation, notamment pour les Républicains. Expliquez-nous comment ça va se passer, qui va décider et où. Alors, et pour qui? Pour notre formation politique, c'est le Conseil national des investitures qui donc désigne les candidats qui seront investis par le parti. Alors, elle désigne sur proposition d'une commission locale ou rien à voir? Elle décide de tout. Non, il y a une consultation, bien sûr. Oui. Il y a une consultation puisque les autorités nationales consultent à l'échelle locale pour savoir exactement quel candidat pourrait en tout cas être mieux positionné. Parce que ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est de gagner. Vous gagnez aux législatives, ça veut dire qu'en fait, c'est une majorité claire pour le futur président de la République, si c'est François Fillon. Donc évidemment, on ne prend pas de risque de choisir un candidat qui serait susceptible de perdre, puisque justement, c'est avant tout quand même de l'argent qui est investi, c'est aussi une image, c'est une notoriété. Donc il y a un certain nombre justement de critères, de paramètres qui sont pris en compte. Alors ensuite, évidemment, vous savez que dans les différents coulisses des palais de la République ou alors dans les différentes administrations en métropole, c'est ensuite, comme partout ailleurs, un jeu de lobbying. Un jeu de lobbying pour savoir exactement comment faire prévaloir sa cause. Et puis, pas seulement le jeu de lobbying, puisque vous pouvez très bien faire du lobbying, mais on vérifie la réalité du terrain. Est-ce que ce que vous dites est vrai ou non? Est-ce que véritablement vous pesez sur le plan électoral? Et à ce moment-là, les décisions sont prises. Qui peut gagner? Qui sont les meilleurs candidats, selon vous, pour avoir cette fameuse majorité pour François Fillon à l'Assemblée dont vous parliez à l'instant? Selon vous, qui doit ou peut gagner? Vous parlez de Mayotte ou de la métropole? De Mayotte, on est à Mayotte. Ben Ali. Évidemment, je souhaite que ce soit notre camp, les Républicains, oui, que mais ce soit tous nos candidats. Chez les Républicains, tous les candidats, c'est pas possible. Il n'y aura que 2 députés. Oui, mais moi maintenant, c'est pas à moi de décider. Non, sans vous décider, mais selon vous, qui seraient les meilleurs candidats pour gagner? Ce seront Mahorais d'en décider. Oui. Vous savez, c'est les Mahorais qui en tout cas. Les Mahorais décideront après. Là, c'est Paris qui va décider d'abord. Non, mais attendez, Paris décide sur la base aussi de ce qu'il y a sur le terrain, de la réalité sur le terrain. Oui. Si sur le terrain, justement, les Mahorais considèrent que justement vous n'avez pas votre place et qu'ils considèrent que vous ne pourrez pas gagner cette élection, à ce moment-là, je pense qu'à mon avis, tout le monde sait parfaitement bien ce que vous valez sur le terrain. Et il va falloir faire des alliances? Certainement. Oui, bien sûr. De toute façon. Jusqu'où peuvent aller les alliances? Non, mais une alliance va jusqu'à évidemment. Est-ce que ça peut aller jusqu'au Front National, ça revenir à l'UDI, au MDM? À la limite du raisonnable, c'est-à-dire que nous avons une famille politique qui est de droite, et cette famille politique peut aller jusqu'au centre droit, puisque c'est ce qui se passe aussi à l'échelle nationale. Mais il faut être raisonnable. Le Front National, évidemment, est exclu dans cette alliance, en tout cas en ce qui nous concerne dans notre famille politique. Samuel Bocher. Attendre avec beaucoup d'impatience ces investitures cette semaine, donc. Mais quand elles seront connues, comment ça va se passer après? La campagne sera déclenchée immédiatement? Alors, normalement, il devrait y avoir une conférence de presse à la fin du mois de janvier pour présenter les candidats investis. Ensuite, il va y avoir à ce moment-là la campagne pour la présidentielle qui va être menée parce que l'objectif, c'est avant tout que François Fillon puisse gagner la présidentielle de 2017. Ensuite, il va y avoir la campagne officielle qui, à ce moment-là, sera ouverte à la fin, vers la fin du mois de mai, mi-mai, jusqu'au le premier tour sera le 11 juin. Le 11 juin.
Donc ça sera la campagne officielle pendant 3 semaines, mais vous vous doutez bien que quand on fait évidemment une campagne de cette nature, une campagne législative, il y a évidemment des réunions qui sont organisées, il y a évidemment des tractations de différentes natures. En tout cas, il y a une prise de contact, on va évidemment au cœur même de la population pour connaître le pouls de la population et surtout pouvoir justement apporter des solutions à leurs problèmes. Donc il y a en effet tout un cheminement, il y a en fait un travail sur le terrain à faire de façon, on va dire, plus informelle que formelle. Merci beaucoup Elad Chakrina d'être Merci à venu vous. sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.